Bernard Antoine, on va faire connaissance. Nous, on se connaît un tout petit peu depuis ce matin. Bienvenue. Bienvenue Béatrice, merci Béatrice. Voilà. Alors, Bernard, tu es donc tabacologue. Depuis combien de temps? Je sais même plus, ça a fait une dizaine d'années maintenant. Alors, c'est un métier où on est vraiment dans un domaine pluridisciplinaire. Alors, puisque oui, tu as à la fois un diplôme universitaire, déjà psychologue à la base, absolument, avec un diplôme universitaire de tabacologue, d'addictologue. Oui. Hein, donc toutes ces spécialités touchent à la fois aux aspects sociaux, psychologiques, neurologiques, biologiques. Comment est-ce qu'on arrive à se créer une discipline avec tous ces paramètres humains qui sont très complexes? Alors c'est vrai que je ne suis pas venu avec l'idée, en tout cas l'intention de parler de moi, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais j'aime bien l'idée de vous dire un petit peu d'où je viens et pourquoi je suis là. Voilà. Moi je ne suis pas là par hasard, c'est-à-dire que tous ces sujets, et le sujet de l'addiction au tabac est un sujet qui me concerne particulièrement et personnellement. Je n'en tire pas de pouvoir personnel, mais j'ai commencé à fumer super jeune. J'avais 10 ans quand j'ai tiré dans une cigarette. Alors, j'ai 54 ans aujourd'hui, j'ai commencé à fumer à 10 ans. J'ai été nicotino-dépendant, en tout cas tabacodépendant à 11 ans. Alors, c'était une société qui était beaucoup plus consonante avec le tabac qu'aujourd'hui. Mais enfin, quand même, un gamin de 11 ans qui tire dans des clubs, c'est quand même super jeune. Et j'ai fumé pendant 30 ans de ma vie. Donc, j'ai eu une première vie où j'ai... Vie de fumeur. Ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir. En fait, j'ai eu plusieurs vies. J'ai fait une formation, j'ai fait des études, j'ai fait une grande école en France, après j'ai fait des études aux États-Unis, j'ai monté une entreprise, j'ai été entrepreneur, j'ai eu une trentaine de salariés dans l'informatique, etc. Et à 40 ans, j'ai changé ma vie. J'ai divorcé, vendu ma boîte et arrêté de fumer. Ça fait beaucoup à la fois. Ça fait beaucoup, hein, pour un seul. Et puis là, j'ai fait ce qu'on appelle en anglais un reset total de la vie. Et j'ai tout... On appelle ça aussi la middle age crisis aux États-Unis. Oh, ah ouais. La crise du milieu de vie. Maintenant, c'est plutôt à 50. Mais bon, il paraît. En tout cas, moi, j'ai vu à 40. Ces choses-là. Comme pas mal de gens. Et c'est vrai que je me suis posé la question de savoir ce que je voulais faire. Et j'ai arrêté de fumer avec une méthode qui était américaine et assez proche de celle que je propose aujourd'hui à mes patients. Tu as créé une méthode en réalité? J'ai créé une méthode qui porte mon nom, enfin qui porte mon nom. J'ai trouvé un publicitaire. Vous avez m'a trouvé un nom génial pour la méthode. sur les tables qui donnent le nom de la méthode. Je m'appelle Bernard Antoine et il y a un publicitaire. J'ai dit, tu sais, je suis très, très, très ennuyé, je cherche un nom pour la méthode. Et il m'a dit, bah, écoute, tu t'appelles Bernard Antoine, ça peut s'appeler la méthode BABA, comme le BABA. Je trouvais ça génial. Et j'ai appelé cette méthode comme ça. BABA. Mais j'ai travaillé pour des méthodes connues, comme la méthode Alencar. J'ai fait beaucoup de choses. Et puis je me suis posé la question de savoir ce que je voulais faire. Mais je voulais le faire avec de la légitimité, donc je voulais avoir les diplômes, la formation. On m'avait dit, tu n'y arriveras pas, tu es trop vieux. À 40 ans, il faut que tu refasses psychologue ou médecine. En médecine, à 40 ans, c'est compliqué. Mais il faut que tu refasses plein d'études. Et il a suffi de me dire ça pour que je me dise, bon, ouais, banco. Donc je suis reparti à la fac. Je me suis retrouvé avec des petits jeunes de 20 ans sur les bancs de la fac, on avait 40. Et j'ai fait psycho, tabacologie, je me suis passionné aussi. J'ai un diplôme universitaire en addictologie, en biologie du stress. Ça prend aussi en fac de médecine. Ouais. L'addictologie et la tabacologie aussi. Ce sont des diplômes qui sont réservés soit à des médecins, soit à des psychologues. En tant que psychologue, j'ai pu faire ça en addictologie. J'ai un diplôme universitaire de tabacologie, d'addictologie, puis après je me suis spécialisé. J'ai monté ma propre méthode, j'ai fait de l'hypnose aussi. Donc j'aide les gens à arrêter de fumer, pas que avec l'hypnose, mais avec l'hypnose et avec aussi d'autres techniques, les thérapies comportementales et cognitives et l'hypnose. Donc en fait ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle je suis devenu tabacologue, c'est parce que avant tout, pour moi c'était un mystère d'arrêter de fumer. C'était compliqué parce que j'allais voir des médecins quand j'étais gamin, mes parents m'envoyaient voir des médecins qui me disaient, tu sais, si tu continues à fumer, tu risques de mourir. Et ça va te coûter très cher. Et à chaque fois que j'entendais ces arguments, c'était des arguments qui me permettaient de jeter mon paquet de clopes, et ça durait 2 heures. Au bout de 2 heures, je me retrouvais, j'étais paniqué, vous me retrouviez dans un bureau de tabac en train d'acheter un paquet de clopes, en me disant, je n'y arrive pas, j'ai pas de volonté. Voilà. On reparlera de la volonté, oui. Et on reparlera de tout ça, j'imagine. Comme on est en petit comité, d'ailleurs, vous allez pouvoir témoigner, ceux qui cherchent à arrêter de fumer et ceux qui ont passé le cap. Hein.
Ça va être intéressant d'entendre aussi les témoignages et les questions. Mais d'abord, on va revenir sur la notion d'addiction, parce que c'est un terme très utilisé depuis, je sais pas, 10 ou 20 ans. C'est galvaudé. Et qu'est-ce que c'est qu'une addiction par rapport à la dépendance? On dit je suis dépendant au tabac, et puis des gens disent voilà, je suis addict à ceci, à cela, etc. C'est quoi une addiction vraiment? Alors, en termes de degrés, par rapport à la dépendance, il y a peut-être des degrés, un degré. Alors, ce qu'il faut savoir dans la notion d'addiction, c'est que c'est une notion qui est assez moderne. C'est-à-dire qu'on entend parler d'addiction depuis pas si longtemps que cela. Pendant longtemps, on a parlé de dépendance. Et aujourd'hui, on parle d'addiction. Donc le thème de ce soir, c'est l'addiction. Donc j'ai choisi, pour aborder ce thème, pour que ce soit clair pour vous et intéressant, de commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par addiction. On se pose toute la question souvent de savoir est-ce que je suis addict à tel truc, à partir de quand j'ai un problème. Et la notion d'addiction, c'est une notion qui est un peu théorique, un peu clinique, et qui remplace, en tout cas qui vient en supplément de la notion de dépendance. Donc pour moi, je parle... Pourquoi? Parce que l'addiction est une dépendance. Absolument. Mais il y a dans l'addiction un niveau supérieur. Alors l'addiction, ça vient, étymologiquement, ça vient du latin, je crois, qui était... Alors je ne sais plus si c'est addictum ou addicere, je crois que c'est addicere. L'étymologie, je vois qu'il y a quelqu'un qui prend son iPhone pour aller vérifier l'étymologie du mot. C'est une bonne idée. Si je me trompe, il faut me le dire. En tout cas, ça nous vient d'une époque lointaine. Je crois que ça vient des Romains. Et puis c'était en fait le addictum, le addicere, c'était la dette que devaient payer les gens qui ne pouvaient plus payer. En fait, les gens qui ne pouvaient plus payer devenaient esclaves pour payer leur dette. Et ils étaient, à ce moment-là, ils étaient esclaves de maître. Ils étaient donc dits à leur maître. Donc on disait de telle personne qui devait payer ses dettes, ben voilà, tu nous dois tant, donc tu es dit à telle personne, tu es addicté à telle personne, tu es addictum, addicere à telle personne. Donc la notion d'addiction renvoie à cette notion d'esclavage. Où on perdait son nom d'ailleurs, son identité, on ne devenait plus que la personne esclave. Nous étions réduits à la notion d'objet. De son créancier, oui. Nous étions l'objet du désir d'un autre. Donc vous comprenez que dans cette explication un peu intellectuelle, il y a la notion de perte d'identité, puisque c'est ce que tu disais, Béatrice, mais de perte du libre arbitre. Quelqu'un qui est addict, c'est quelqu'un qui ne peut plus choisir, qui n'a plus la possibilité de choisir. Et on a beau lui dire, bah, tu vois, tu prends tel produit, ça va avoir telle conséquence, même en connaissance de cause, il a beau faire tous les efforts, il ne peut pas. Il est dépossédé de la capacité à agir sur lui-même. Quand on pense aux addictions, on pense plutôt à la drogue, à l'alcool? Alors oui, c'est vrai, mais bien entendu, il y a des addictions qui ne sont pas forcément des addictions produits, on en parlera ce soir. Il y a des addictions qui sont produits, puis il y a des addictions qui sont sans produit. Il y a des addictions où il y a une substance, et puis il y a une addiction où il n'y a pas de substance. Donc les substances, ça peut être donc, si on cite les addictions, l'alcool, la drogue, le tabac, le sucre. Le sucre est une addiction en plein développement dans nos sociétés. Absolument, parce que... non, alors, ça c'est sans substance. Après, celles qui sont sans substance sont d'autres addictions. Alors en fait, c'est vrai que le thème qu'on aborde ce soir est un thème que j'ai envie d'aborder de manière simple, mais vous comprenez que c'est aussi un thème qui peut être compliqué, qui peut avoir... en tout cas qui peut nécessiter des explications un peu compliquées, un peu techniques, notamment en neurobiologie. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, on s'est posé la question de savoir ce que c'était que l'addiction. Il y a beaucoup de gens, je pars dans les années 70 ou 80, on disait à quelqu'un qu'il est addict à un produit parce que, ben voilà, il prend un produit qui lui donne du plaisir. Et puis, ben, il y a eu, alors, c'est pas l'objet de ce soir, mais il y a des gens qui se sont posé des questions, des neurobiologistes, des gens techniques, et puis qui ont fait beaucoup d'expériences avec les rats, les souris et les singes, et qui se sont rendus compte qu'en fait c'était plus compliqué que ça. Effectivement, on a compris qu'il y avait chez certaines personnes des problématiques qui étaient des problématiques liées dans le fonctionnement du cerveau. Et on a été très au fond du problème en essayant de comprendre certaines zones du cerveau qui étaient impliquées. Donc chaque drogue peut avoir des actions neurologiques différentes. La cocaïne n'a pas les mêmes actions neurologiques que le tabac.
quelqu'un qui va être addict aux jeux pathologiques, au casino, etc., ben, il va sécréter des endorphines, des hormones qui activent tout ça. Mais on se rend compte que toutes les addictions ont le même chemin. Vous me disiez d'ailleurs que le sucre avait un process assez semblable à celui de la drogue. Pourquoi? Alors, et en plus, très semblable à celui du tabac. C'est un Pourquoi? Parce que ça va activer dans le cerveau des zones du cerveau qui adorent ça. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce produit, hein. Tout le monde, je pense, a entendu parler, c'est la dopamine. Vous avez entendu parler de la dopamine? J'avais un professeur en addictologie qui nous parlait de la dopamine. C'est en fait, c'est plutôt sympa la dopamine, ça nous concerne tous, c'est quelque chose qu'on aime bien puisque c'est l'hormone du plaisir. C'est ce qui nous permet d'avoir du plaisir. Mais il y a des drogues qui vont pousser un peu ce truc-là, qui vont apporter un peu plus de ça. Le sucre en fait partie, la cocaïne en fait partie, le tabac, on nous dit que ça en fait partie. C'est vrai que le tabac, le fumeur quand il tire dans sa clope, il va libérer une petite dose de dopamine, enfin ça va pas très très loin. Parce que comme je l'expliquerai tout à l'heure, il n'y a pas d'effet psychoactif dans le tabac. Oui, le tabac c'est un cas à part. On verra tout à l'heure que le tabac, vraiment, un ovni dans le domaine des addictions. Absolument. Et donc, oui, donc je disais que nous disions que le sucre était très proche des drogues plus dures, considérées comme plus dures, et pourtant ça fait beaucoup de dégâts aussi. Absolument, parce que le sucre, en fait, dans la notion d'addictologie, on retrouve deux notions. On retrouve, quand on est addict à un produit, alors c'est vrai pour les produits, c'est vrai pour les drogues, ce qu'on appelle les drogues, les produits psychoactifs, c'est qu'elles ont deux particularités, c'est qu'elles ont un phénomène qu'on appelle, alors je suis désolé pour les termes un peu techniques, on appelle ça les phénomènes de tolérance et les phénomènes de sevrage. C'est-à-dire quand vous êtes addict à un produit, le sucre en fait partie, la cocaïne en fait partie, quand vous prenez de ce produit, c'est pas pour l'alcool de la même manière, plus vous buvez, plus vous prenez de certains produits, plus il faut que vous en preniez pour arriver à générer le seuil augmente sans arrêt, le seuil de satisfaction, de plaisir. Parce que le corps s'habitue. Donc il y a une espèce de forme d'homéostasie comme ça du corps qui fait que vous êtes habitué à prendre une certaine dose. Et le sucre, c'est vrai pour le sel de la même manière, hein, plus vous salez ou plus vous sucrez, plus il vous en faut. Hein. Donc il y a les effets psychostimulants du sucre ont été démontrés. Alors je ne sais pas si vous avez peut-être vu quelques émissions à la télé où on parle du sucre, du lobby du sucre. Vous imaginez bien que les gens qui travaillent en neurologie ont bien compris ça. Alors le problème c'est que les gens qui sont dans le lobby du sucre, hein, ils n'ont pas tellement, ils emmènent pas large, parce que quand vous prenez tous les produits à destination des gamins et que vous décortiquez la composition d'une boîte de céréales, vous comprenez qu'il y a quand même des lobbies alimentaires qui sont quand même très intéressés par le fait de rendre nos ados et nos gamins le plus jeunes possible addicts à ces produits qui sont bien entendu excessivement dangereux et qui, comme vous le savez, ont des répercussions sanitaires majeures. Donc c'est un vrai sujet, le sujet du sucre. Mais c'est un sujet qui est très compliqué parce qu'il y a des gros lobbies industriels qui sont derrière. Ouais. Le sucre est une drogue. C'est vrai qu'on en trouve partout, même, je sais pas, dans le jambon, partout, dans les aliments industriels. C'est un vrai sujet. Voilà. Maintenant, on a aussi l'autre catégorie des addictions qui sont les addictions sans substance. Absolument. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? L'addiction aux jeux vidéo, aux écrans en général, alors, qui a été, elle aussi, qui a émergé il y a une dizaine d'années et qui est traitée officiellement comme maladie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme addiction sans substance? Alors, la plus connue, c'est l'addiction au jeu. Donc, ce sont des gens qui ont une addiction au jeu, et en particulier sur les jeux d'argent. Dans le métier qui est le mien, donc en tant qu'addictologue, on parle de jeux pathologiques. Et ce qu'il faut que vous... C'est vrai que, pour info, les spécialistes de l'addictologie, les addictologues, ils savent bien, quand ils reçoivent en consultation des gens addicts, souvent ils ne rencontrent pas que des gens addicts sur une problématique, mais sur des problématiques. On appelle ça les polyaddictions. Par exemple Par exemple, 80% des addicts aux jeux sont dépendants du tabac, par exemple. On s'est rendu compte que le tabac est le plus petit dénominateur commun des addictions. Mais très souvent, on retrouve chez le joueur pathologique, souvent l'addiction au tabac, souvent l'addiction à l'alcool, souvent des autres addictions, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des profils de gens qui ont plus de profils addictologiques que d'autres. Et que ça, c'est la vraie question, c'est de savoir est-ce que quelqu'un d'addict aurait une maladie, en fait. Est-ce que l'addiction serait une maladie du cerveau? Et la réponse est oui. Il y a des prédispositions des personnes pour avoir une, voire plusieurs addictions? Alors c'est un sujet très compliqué parce que, comme je te le disais au téléphone ce matin, il y a des addictions qui sont
plurifactorielles. On appelle ça des maladies neuro-bio-psychosociales. Donc vous imaginez... Biologique. Voilà, biologique, social psychologique, et psychologique. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on est capable de déterminer que tel individu sera addict. Enfin, un individu qui a des parents alcooliques, qui est dans un climat social particulier, qui a accès aux produits facilement, vous imaginez que la probabilité qu'il tombe dedans est plus importante. Et par ailleurs, il peut y avoir aussi des gens qui ne sont pas dans ces situations-là et qui pourtant sont addicts. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il y aurait dans le cerveau une dysfonction, et cette dysfonction a été expliquée par certains médecins qui expliquent que... Alors je vais essayer d'être très schématique parce que je ne vais pas vous prendre la tête avec des mots compliqués, des mots de neurobiologie. Mais en fait, vous avez des systèmes régulateurs dans le cerveau. Vous en avez deux. Vous avez un système qui s'appelle la noradrénaline, et vous avez un autre système qui s'appelle, on va dire, un peu comme une voiture. Vous avez un accélérateur et un frein. Alors vous avez des systèmes qui régulent le système du désir, des envies, des systèmes noradrénaline. Et puis vous avez des systèmes qui sont, vous avez entendu parler du terme, qui s'appelle sérotoninergique. La sérotonine, qui serait plutôt le frein. Et quelqu'un qui ne pourrait pas s'empêcher de prendre un produit ou qui aurait des grosses problématiques aurait une dysfonction entre les deux, un problème de découplage entre la sérotonine et la noradrénaline. Il y aurait un peu comme une dysfonction neurologique et à ce moment-là, ces gens-là seraient addicts. Alors quand on est par exemple addict à l'alcool, quand on le sait, eh bien la seule façon c'est de ne plus boire d'alcool du tout. Quelqu'un qui serait addict à l'alcool, je ne sais pas si vous avez déjà eu autour de vous des gens qui ont... Alors je ne parle pas de gens qui sont alcoolodépendants, je parle de gens qui sont malades alcooliques. C'est une distinction. C'est quoi la différence? La différence, c'est que vous pouvez boire de l'alcool de temps en temps sans avoir un problème majeur. Mais si vous êtes obligé de boire toute la journée et de prendre des starters de whisky à 7h du matin et que vous ne pouvez pas vous démarrer la journée sans avoir... ça, c'est quand même il y a un problème. Il y a des gens qui dysfonctionnent complètement avec l'alcool et ils deviennent addicts parce qu'à un moment donné, en fait, leur corps est devenu intolérant à la molécule, en l'occurrence la molécule de l'éthanol, qui est l'alcool. Et dès qu'ils prennent une goutte, ils dysfonctionnent. C'est pour ça que quand vous avez autour de vous des gens qui, souvent, boivent de l'eau, par exemple, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des gens, c'est pas à 100%, mais en général, quand une personne boit que de l'eau, souvent, c'est un ancien malade. De toute façon, c'est très bien qu'il ne faut pas boire une goutte d'alcool. Et le fumeur, dont on parlera tout à l'heure, il est un peu confronté au même problème, parce que le tabac, même si c'est très différent, soit on fume, soit on ne fume pas, mais au milieu, c'est difficile. Alors les addictions, c'est une histoire de seuil. Ça peut être. À partir de quel moment on passe de dépendant à addict? C'est quand on se lève la nuit pour manger du sucre, ou qu'on dépense tout son argent dans l'alcool, ou enfin... Pour le tabac, où est le... Voilà, alors... C'est difficile, mais où est le seuil? Alors en fait, c'est vrai, c'est une bonne question. À partir de quand, c'est ce que je te disais tout à l'heure, à partir du moment où on ne peut plus choisir. Donc à partir du moment où, même en connaissant les conséquences, on ne peut pas avoir accès aux freins. On ne peut pas avoir accès au stop. Oui, mais on n'est pas capable de réguler. Il y en a qui réguleront pas pour 10 cigarettes, et puis il y en a qui réguleront pas pour 30, pour alors, le paquet. Ce que je te propose, c'est pour les cigarettes, on fait ça. Après, Ah, parce que c'est encore autre c'est chose. l'OVNI, d'accord. On ne parle pas des cigarettes. C'est l'OVNI, on ne parle pas des... Le club ne veut pas parler des cigarettes, on en parlera dans la deuxième partie. Donc, c'est quoi alors? C'est aussi un seuil en termes de quantité, alors, les ou d'absence de libre arbitre? C'est un peu les deux. C'est-à-dire que, en fait, tu as commencé tout à l'heure, tu m'as posé une question sur les addictions produits ou comportementales. Oui. Donc, à partir de quand on a un problème avec les produits, et à partir de quand on a un problème avec les addictions sans produits? Avec les produits, ça se donne souvent à voir, c'est que souvent les produits, ils empêchent de fonctionner normalement. Donc quelqu'un qui prend des produits régulièrement, s'il ne peut plus s'en passer, si en fait il est obligé pour fonctionner de prendre ces produits, c'est qu'il a un problème d'addiction. Et pour les addictions comportementales, à partir de quand on a un problème? À partir du moment... Alors on a plusieurs indicateurs. On a les indicateurs, effectivement, par exemple pour le jeu pathologique, c'est quelqu'un qui va mettre en danger sa famille, qui va dépenser tout l'argent et puis qui va se retrouver, qui va mettre tous ses proches en péril. C'est la personne qui... je parle des jeunes en particulier, parce qu'il y a une addiction très connue, actuellement c'est un vrai sujet, ce qu'on appelle les addictions digitales.
mais qui nous concerne tous, hein, parce qu'on a tous un portable, on a tous une tablette, on passe énormément de temps. Parfois on se demande est-ce qu'on n'est pas addict à notre truc. Et c'est vrai que si votre conjoint, par exemple, vous envoie des mails en disant chérie, ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait l'amour parce que tu passes ton temps sur ta tablette, peut-être que là, le temps de s'interroger, si vous voulez, sur le temps consacré à l'activité au détriment d'une autre. Donc il y a un indicateur, c'est quand même un indicateur du temps consacré. Mais pas que, ça peut être aussi des gens qui vont complètement perdre des repères et qui vont ne plus avoir du tout d'activité sociale et qui vont être... Plus de relations sociales, plus d'activité en dehors de celle-ci, tout à fait. Qui prend tout le temps, toute l'énergie aussi. Tout à fait. Et on ne voit plus personne. Et on ne voit plus personne. Et là on devient addict, on devient esclave, on n'a plus la liberté de pouvoir choisir parce qu'on est envahi par quelque chose de plus fort. Donc là, c'est des prises en charge qui sont compliquées, parce qu'en tant qu'addictologue, vous comprenez que... Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que peut-être que Béatrice me posera la question de la prise en charge. Comment on soigne ça, quoi? Une fois qu'on a une personne qui est comme ça, on fait quoi? Eh bien, les prises en charge sont compliquées, parce qu'elles peuvent être... quelqu'un qui est addict à l'héroïne, on peut éventuellement lui donner des substituts. Donc, on peut lui donner des produits qui lui permettent de gérer le manque. Hein, la méthadone, le Subutex, des choses comme ça. Mais quelqu'un qui est addict au jeu, peut-être quoi? Donc ce sont des prises en charge comportementales, psychologiques, au long cours. C'est pas simple. Est-ce qu'on parle aussi de TOC? Est-ce que les troubles obsessionnels compulsifs, ce sont aussi des addictions? Alors non. Les troubles obsessionnels... Par exemple, quelqu'un qui passe son temps à entasser des affaires ou qui fait beaucoup d'achats, qui est addict, on dit aussi addict au shopping. Enfin, voilà, ce mot est employé un peu à toutes les sauces. Donc, est-ce que le TOC fait partie de ces addictions? Alors c'est vrai qu'on a tendance à... Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est assez à la mode de parler d'addiction. Ah oui, oui, tout à fait. Je suis addict à ça. On est là pour définir un peu les contours de cette notion. Donc je voulais vraiment vous proposer de faire attention à ne pas étiqueter. C'est vrai que quand on parle d'addiction, on parle vraiment de choses très particulières qui nécessitent des prises en charge thérapeutiques spécifiques. Et là, ce dont je suis en train de parler, donc par exemple de l'achat, on aurait plutôt, alors là je vais parler avec mon langage de psychologue, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser d'autres mots qui correspondent à des classifications. Donc on a des manuels, hein, on a un dictionnaire, on a un peu notre bible, nous en psychologie on appelle ça DSM, je ne sais pas si vous avez un statistique manuel des maladies, hein, qui classifie toutes les maladies. Et quand on parle par exemple des compulsions d'achat, on parle plutôt des troubles anxieux. Donc on parle plutôt des... On est plus en psychiatrie. On est plus en psychiatrie comportementale et on traite ça avec des approches différentes. Donc, bien entendu, c'est toujours facile de parler d'addiction. Dès que quelqu'un va faire quelque chose, on va dire que tu es addict à ce truc-là. Justement. Mais non, il est en fait quelqu'un qui serait compulsif, qui achèterait par exemple, la fille qui s'achète 250 paires de chaussures et qui devient dingue à dépenser tout son pognon, est-ce qu'elle est addicte à l'achat? On n'en sait rien. En tout cas, elle a un problème visiblement de compensation. C'est ce qu'on dit dans le langage courant. Voilà. Mais donc, ce qui rapproche quand même les deux, c'est le caractère obsessionnel. C'est l'obsession. Alors de n'avoir qu'une idée dans la tête, enfin, ou du moins cette obsession prend toute la place dans le cerveau et il n'y a plus de place pour le reste. Est-ce que c'est un peu ça ce qui rapproche les deux? Mais s'il y a cette obsession dans le cerveau, c'est que le psychologue te dira que s'il y a une obsession dans le cerveau, c'est qu'il y a une émotion débordée d'un autre côté, et ça veut dire qu'il y a une compensation, et ça veut dire qu'il faut essayer de trouver avec cette personne jusqu'où elle décide et quel est son libre arbitre pour aller là. À la base des addictions, il y a une souffrance. C'est le point commun de toutes les addictions. Est-ce que absolument, Béatrice. Je pense que c'est essentiel ça, de dire ça. C'est que derrière les addictions, mais vraiment, je ne sais pas où on en est du débat par rapport au temps. Souvent, quand je parle de ça, je suis un peu barré. Non, mais allez-y, parce que c'est le fond de la question. C'est un truc un peu fondamental. C'est en tant que personne qui me passionne pour ça, il faut savoir qu'il y a de la souffrance derrière. Et que c'est cette souffrance-là dont il s'agit. C'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est parce qu'à un moment donné, cette personne n'est pas bien avec ça, mais elle ne le sait pas. Elle n'a plus son libre arbitre. En fait, alors, ce serait un peu trop compliqué d'aborder ces sujets ce soir. C'est quoi le bonheur? C'est quoi l'équilibre? On parle toujours. Mais quelqu'un d'équilibré. On dit, est-ce que tu es équilibré? Je suis sûr que si on fait une table ronde là ce soir et qu'on dit à tout le monde, est-ce que tu n'as pas une addiction? On a tous, moi inclus, on a tous des comportements. Enfin, moi je suis le premier, j'ai aussi mes névros, j'ai aussi, vous savez, cette idée qu'il est psy, il est machin. Donc il y aurait d'un côté des gens qui savent, etc. On a tous nos trucs,
C'est-à-dire la vie, c'est compliqué pour tout le monde. Nous sommes tous des équilibristes dans cette vie, mais c'est vrai qu'il y a des cas qui sont des cas qui font qu'à un moment donné, il y a des débordements, il y a des indicateurs qui font qu'on ne peut pas laisser la situation. Quand on parle de certains produits dont j'ai parlé de cocaïne, j'ai parlé d'héroïne, j'ai parlé de jeux pathologiques, j'ai parlé... Une personne qui est là-dedans, vous imaginez la souffrance, c'est-à-dire qu'en fait elle est en compensation, elle n'est pas dans le plaisir, elle n'est plus dans le plaisir. Un alcoolique n'est plus dans le plaisir. Un toxicomane n'est plus dans le plaisir. Un toxicomane ou un alcoolique, il est obligé de boire pour être bien. Mais cette adrénaline du jeu, c'est pas... Elle n'existe plus. À un moment donné, il n'y a plus de dopamine et d'adrénaline, il y a une saturation on ne comble plus des neurones, un plaisir, ni un besoin, ni... Ça devient le bordel total dans le cerveau. Il n'y a plus de plaisir. Au début, c'est un super plaisir. Et toutes les personnes qui prennent de l'héroïne au départ, enfin, quand on est addictologue et quand on a les gens qui témoignent de l'héroïne, j'en ai jamais pris personnellement, donc je ne sais pas, mais c'est très connu. La personne qui prend de l'héroïne pour la première fois dit c'était extraordinaire. En fait, c'était la recherche en permanence de la première fois. Mais au bout d'un moment, vous imaginez qu'elle est obligée de prendre ce produit uniquement pour pallier le manque. Et quand on va parler du tabac tout à l'heure, vous allez voir que c'est incroyable. Et que ce qui est fou dans le tabac, c'est qu'en fait, le fumeur passe son temps à devoir pallier un manque, alors qu'il n'y a même pas d'effet psychoactif. Que le tabac, c'est pour ça que je t'ai proposé de le traiter en deuxième. C'est que le tabac, c'est un produit qui n'entraîne pas de modification du discernement psychique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dysfonction psychique, et pourtant le fumeur est obligé de fumer en moyenne toutes les heures. Sauf bien entendu tous les fumeurs occasionnels que nous connaissons tous. Mais enfin, il y en a très peu, puisqu'ils représentent moins de 5% de la dépendance. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour répondre à ta question sur la souffrance, les gens qui sont dans les dépendances dont on a parlé au début sont tous, comme tu le dis, y compris cette personne qui, comme tu le disais, se levait la nuit pour manger, je ne sais plus quoi, du Nutella, du lait concentré, ou des petits cubes de lait sucré, ou des choses comme ça. Le sucre aussi, ça fait. Le sucre, c'est pareil. J'ai eu un patient, là, je crois que c'était le mois dernier, mais j'en ai un peu régulièrement en ce moment, que je traite pour les addictions au sucre. Ce monsieur, effectivement, je crois qu'il mangeait 2 pots de Nutella entiers. Par jour. Et il se levait la nuit pour aller manger ce lait, alors je ne sais plus comment ça s'appelait. J'ai cherché les petits. Vous savez, les tubes de lait, là. Et il prenait son tube, il me dit je me lève en pleine nuit, comme ça, j'ouvre le frigo, je me prends le truc, et il est devant le frigo, porte ouverte, il se bouffe le sucre. Il me dit là, je vais te dire, là je me sens bien. C'est le sucre. Voilà, c'est du sucre pur, c'est de la... Pardon ? Plus fort que la coke, le sucre. Oui, je pense que c'est une drogue absolument, en tout cas c'est très très connu. Hein. Si ça vous intéresse d'aller plus loin sur le plan neurobiologique, j'ai une grande littérature. Oui, il y a eu des expériences, je vois qu'il y a quelqu'un qui connaît bien ça. Hein. Et ils ont mis Avec des rats. C'est-à-dire, racontez-nous. Alors, on fait des expériences avec les rats, ce qu'on appelle des rats, et des rats knock-out, c'est-à-dire qu'on leur retire, on fait des études extrêmement poussées où on va retirer certains gènes du rat pour voir comment il va pouvoir se comporter. Oui. Et on s'aperçoit, enfin, toutes les dernières études sur les neurobiologies du sucre montrent qu'en fait, c'est exactement les mêmes activations que les peptides opiacés, que les peptides cocaïne. C'est de la cocaïne en fait sans effet psychotrope, mais ça active les mêmes neurotransmetteurs, les mêmes zones dans la synapse. Le sucre et la cocaïne. Absolument. Bien sûr. À ce stade, y a-t-il des questions sur les différentes addictions que nous avons évoquées ou... Ouais, moi j'avais une question. Allez-y. Attends, j'ai un micro. Allez. On entend. Oui. Non. J'étais interpellée quand vous disiez que tous les gens qui deviennent addicts sont addicts parce qu'ils ont quelque chose qui ne va pas. Et les addictions, pour moi, elles interviennent souvent quand on est jeune. Et jeune, en général, on est un peu insouciant, on est plutôt... Voilà. C'est pas que les gens malheureux. Oui, non, mais on est peut-être en construction aussi, avec des soucis d'identité. Alors, cette question, elle est intéressante parce que... Je sais pas. Les jeunes sont des cibles privilégiées. Donc quand on est jeune, on est vulnérable. On va parler du tabac tout à l'heure. Enfin, moi, ça va faire
fait presque 15 ans maintenant que je fais ce métier, hein, d'aider les gens à arrêter de fumer. Je crois que j'ai encore jamais rencontré une seule personne qui a commencé à fumer à 50 ans. Quoi. Tous les fumeurs commencent entre, je sais pas, 15 ans et 17 ans. Quoi. On commence, pourquoi on commence à fumer? On commence à fumer parce qu'on a envie d'imiter l'adulte, parce qu'on a envie de faire partie du groupe, parce qu'on a besoin d'identification, parce qu'on est en recherche d'identité, on est en recherche de modèles, on est en recherche, puis on aime bien l'idée, quand on est gamin, on a vu les adultes, les grands fumer, on se dit, il doit y avoir un truc, hein, c'est l'accession au monde adulte. Enfin bon, c'est braver l'interdit aussi. C'est braver l'interdit, c'est d'aller... c'est vraiment qu'est-ce que ça va me faire, et c'est la curiosité d'une certaine façon, c'est horrible à dire, mais un enfant, à un moment donné, il tapera dans une époque pour voir ce que ça fait. Vous aviez 10 ans. Oui, ouais. À 10 ans, on n'est pas malheureux. Non, mais par contre, comme vous le disiez très justement, j'avais probablement beaucoup de besoin d'identification. Moi, j'ai dans mon cabinet l'image de mon mythe fondateur qui est Keith Richards, guitariste des Rolling Stones. J'adorais voir Keith Richards en train de fumer. Moi, j'ai 54 ans. Hein, en 1973-1974, il y avait, je vous rappelle quand même, les vecteurs de propagation du tabac. Hein, il y avait le cinéma, il faut savoir que l'entreprise qui distribuait les clubs s'appelait la CITA à l'époque. Hein, c'était une entreprise publique. À l'armée, ils donnaient des cigarettes qui s'appelaient des troupes. Hein, il y avait des vecteurs de propagation très puissants. Vous avez le cinéma, vous ne pouviez pas allumer la télévision, vous n'avez pas un film de Claude Sautet dans lequel vous ne voyez pas Michel Piccoli, à chaque plan, il fume une clope. On fumait dans les cinémas, on fumait dans les écoles, on fumait partout. Mais pour répondre à la question, en fait, la question c'était de dire que quand l'habitude commence, c'est pas la souffrance qui est à la base de l'habitude. La souffrance, elle vient après, quand l'addiction s'installe. C'est ça, oui. C'est effectivement quand on démarre, on est dans un démarrage, on a juste une envie. Et puis après, il y a cette espèce de, peut-être, je sais pas moi, de spirale. Ce que je voulais dire, c'est que pour répondre à la question qui est posée, ça n'est pas que des souffrances qui peuvent créer des addictions. Il peut y avoir au début la recherche, la curiosité, et puis il peut y avoir après des souffrances psychiques, des souffrances. Mais c'est vrai que l'adolescence, c'est un lieu à risque. Enfin, c'est un moment à risque. C'est un moment où on est vulnérable et on essaye. Et ça ne veut pas dire que tous les ados qui ont fait l'expérience des drogues sont tombés dans ces drogues-là. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent être des facteurs, je l'ai dit, neuro, bio, psychosocial. Donc c'est compliqué. Donc voilà, il y en a qui ont le neuro, d'autres qui ont le neuro et le bio, d'autres qui ont et le neuro, et le bio, et le psycho, et le social. Enfin, je veux dire... C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Un mélange d'hérédité, de fréquentation, de milieu où on travaille, où on étudie. Il y a une question qu'on n'a pas abordée, et ce serait trop compliqué, je suis totalement incompétent là-dessus, parce que c'est un sujet extrêmement complexe, c'est la notion génétique. Hein. Il y aurait aussi des déterminants génétiques, par exemple dans l'alcool, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des sensibilités génétiques, et je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi d'avoir autour de vous des gens qui sont malades alcooliques, et puis vous vous rendez compte très souvent qu'il y a une hérédité derrière aussi. Ça ne veut pas dire tout le temps, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est alcoolique a forcément un père ou une mère alcoolique, mais ça veut dire en tout cas qu'il peut y avoir aussi des dépendances où, par exemple, un enfant qui était déjà en sevrage, qui était déjà en manque alcoolique dans le ventre de sa mère parce que sa mère était alcoolique, et qu'on sort des bébés aujourd'hui. J'ai une amie psychiatre qui m'expliquait qu'ils sortent des bébés, ils sont déjà bourrés. Hein. Ils sont déjà en manque. Hein. Bon, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3... Oui, je ne voulais pas plomber l'atmosphère, c'est un peu difficile ce soir. Le sujet, c'est le sujet. Traiter le sujet. Alors, pour faire une synthèse sur ces addictions, les dommages peuvent être psychiques ou physiques, ou les deux. Absolument. Parce que toutes les addictions ne sont pas aussi terribles, enfin, toutes les addictions ne font pas les mêmes dégâts. Absolument. Il y en a qui sont peut-être même, tout à fait. Comment dire, elles passent. On les vit quelques années, c'est peut-être un peu terrible, je parle des jeux vidéo par exemple, et puis après on se rend compte que le jeune homme ou la jeune fille, c'est plutôt des garçons en général, ça passe, et puis ils démarrent leur vie, et puis voilà, ça passe. Voilà.
Entre-temps, ils ont abîmé quoi? Ils ont perdu du temps, ils ont peut-être perdu une année scolaire, quelques copains, mais je veux dire, le degré de gravité des addictions n'est pas le même. Voilà, entièrement Béatrice. C'est-à-dire que tous les produits n'engendrent pas les mêmes conséquences. Maintenant, vous comprenez bien que les addictions les plus connues, bien entendu, les addictions aux opiacés, elles n'ont pas du tout les mêmes conséquences que les addictions au jeu, par exemple. Maintenant, les addictions au jeu, alors c'est difficile de comparer, parce que la personne qui va être addict à jeu, il peut mettre complètement, je veux dire, ça peut aller jusqu'à des situations psychosociales absolument dramatiques, des suicides, des éloignements sociaux, puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en général, la personne qui a un problème au jeu a aussi un problème avec d'autres addictions, donc souvent c'est problématique, mais c'est vrai que le gamin qui joue trop au jeu, ça peut être une période, et puis au bout d'un moment, un jour, il trouvera une copine, et puis il aura peut-être une autre addiction. Une autre addiction, ouais, moins toxique, j'en sais rien. En tout cas, il aura une activité sociale, c'est vrai qu'on ne peut pas les comparer. Maintenant, en termes de degrés, il faut savoir une chose, et ça, je suis quand même obligé d'aborder le sujet avec vous, c'est que quand on parle d'addiction, il faut savoir que souvent, on parle d'un autre problème qui est derrière. On a un problème d'addiction et un autre problème qu'on appelle dans le jargon d'addiction la comorbidité psychiatrique, qui est en fait un trouble de la personnalité qui est associé au problème de l'addiction. C'est-à-dire qu'en fait, la personne prend de l'héroïne, mais elle a en plus un trouble de la personnalité caché, soit trouble psychopathique, trouble schizophrénique, trouble bipolaire de type 2, qui peut avoir ce qu'on appelle les troubles borderline, je ne sais pas si vous avez entendu ce terme déjà, on appelle les étaminites, très très difficile à diagnostiquer d'ailleurs. Donc voilà, on est sur des problématiques très compliquées, avec des prises en charge systémiques, des prises en charge qui peuvent être de la substitution, mais aussi des prises en charge psychothérapeutiques, au long cours. Mais tu as raison, Béatrice, on ne peut pas parler des mêmes conséquences. C'est différent. Si on prend en charge, par exemple, un jeune ado du jeu, c'est compliqué, tu vois, parce qu'on va essayer de savoir ce qui l'amène là. Si ça se trouve, peut-être qu'il y a une problématique sociale derrière, une problématique familiale, peut-être qu'il y a un père violent, peut-être qu'il y a une maltraitance familiale, peut-être qu'il y a... Ce que tu dis, c'est que tout excès aboutissant à une addiction est lié à un trouble annexe, enfin un trouble caché. Il y a une raison. Voilà, c'est un révélateur de problèmes sociaux, psychologiques. C'est ça? On appelle ça dans mon jargon un symptôme. Un symptôme. Oui, j'ai dit un révélateur, c'est un mot plus banal. Voilà, alors on va s'arrêter là pour le descriptif et l'inventaire un petit peu des addictions. On reviendra tout à l'heure sur la question du tabac, qui est vraiment un sujet à part, parce que ça ne fonctionne pas comme une addiction classique, qu'elle soit d'ailleurs au jeu, ou au sucre, ou à la drogue. C'est une addiction à part, avec une sorte de perversité de cette addiction qui sera intéressant de décortiquer. J'avais besoin de savoir dans la salle combien de personnes sont fumeurs. Est-ce que vous levez le doigt, juste pour savoir? Pas énormément. 1, 2, 3, 4, 5. On sent qu'il n'y a personne. Hein. Oh, c'est une moitié. Ça fait une moitié. Non, moins d'une moitié. À peu près 40 aussi, moins de 40%. C'est super. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure, alors, et puis bon appétit à tout le monde. Et merci Béatrice pour tes questions qui m'ont aidé.